Bonjour tout le monde, je m'appelle Pascal Genet-Richard. Je suis très content d'être ici aujourd'hui. Je suis moi-même agriculteur et puis je me sens définitivement piégé de tous les côtés. J'ai une formation d'agronome et puis je travaille pour le réseau des fermiers de famille d'Équiterre. Et je suis aussi sur le CA de la coopérative pour l'agriculture de proximité écologique. Donc j'ai l'agriculture... je m'éloigne un peu du micro. OK. J'ai l'agriculture qui rentre, qui sort de tous les pores de ma peau. Et puis, j'ai reçu du financement indirectement, je crois, via l'équipe de Jérôme. Donc, je suis content d'être ici aujourd'hui. J'aimerais savoir à qui je m'adresse. Est-ce qu'il y a des agriculteurs dans la salle, par hasard? Est-ce qu'il y a des intervenants gouvernementaux liés à l'agriculture? Un seul. Et le reste est du milieu académique, j'imagine? Non? OK. Super. Donc, c'est ça, moi, mon idée de faire une maîtrise là-dessus, c'est vraiment parce que j'avais comme une intuition là, au quotidien qu'il y avait quelque chose de croche. Ah, je suis aussi inspecteur pour la certification biologique, donc je visite à peu près une centaine de fermes par année, pas pour la collecte de données, là, mais pour les fins de la certification biologique. Donc, j'en vois un peu partout et puis je constate des choses sur lesquelles j'ai de la misère à mettre des mots. Et puis, je voulais faire cet exercice-là. Puis je suis content d'avoir eu un petit peu de financement pour, mais ça venait vraiment d'une intuition personnelle à laquelle je cherchais de rationaliser certains aspects pour rendre mes intuitions plus crédibles pour moi-même. Donc, je vais commencer tout de suite. Là. Mon mémoire est en 3 sections. La première section, c'est la partie plus éthique. La deuxième, c'est une espèce de portrait qualitato de l'agriculture québécoise. Et puis la troisième, c'est une espèce de survol des politiques publiques liées à l'agriculture là, qui ont lien avec la santé des écosystèmes. Donc, c'est indirectement lié à la qualité de l'eau, là, mais quand même assez directement. Le tableau qui est là devant vous, c'est une espèce de cadran là, qui décrit les théories éthiques selon ce qu'elles intègrent comme sujet moral dans leurs préoccupations. Donc, en haut à gauche, c'est ce qu'on voit traditionnellement dans les cours de philo du cégep, là. Donc, c'est des théories éthiques qui prennent seulement en compte les humains dans les considérations. Les théories éthiques qui prennent en compte d'autres vivants ou des entités autres que les humains sont 3/4 du tableau, étonnamment, mais on n'en parle pas beaucoup. Laquelle, je crois, probablement la plus prometteuse en 2020, c'est celle en haut à droite, parce qu'elle elle est quand même anthropocentriste, donc elle va aller chercher l'oreille des décideurs, mais elle inclut d'autres choses que les humains, ce qui semble être une tendance au niveau affectif chez les gens au 21e siècle. Les autres sont un petit peu plus radicales, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas anthropocentristes, donc l'idée, la finalité finale n'est pas d'améliorer la vie des humains. Donc, je ne veux pas me pencher là-dessus, bien que j'ai certaines affinités pour ces courants de pensée-là. Je ne pense pas qu'elles sont extrêmement prometteuses au niveau de leur crédibilité politique. La santé des écosystèmes, c'est en quelque sorte la mesure du bien des écosystèmes. Donc, si on ne vise pas exclusivement le bien des humains, on vise le bien des écosystèmes. Comment on fait pour mesurer ça? On mesure donc la santé des écosystèmes. Il y a eu des modélisations qui ont été faites par des scientifiques dans les années 90-2000 qui ont fait une sorte de cadran, là, encore une fois, où est-ce qu'on peut déterminer quantitativement est-ce qu'un écosystème est en santé. Donc, par exemple, si la vigueur diminue, c'est-à-dire, par exemple, le nombre de grenouilles diminue, on se rapproche du plan cristallin, c'est-à-dire est-ce qu'il peut théoriquement avoir une bonne organisation puis une pas pire résilience, mais s'il n'y a pas d'individus, ben, l'écosystème n'est pas en santé. Je pourrais expliquer plus en détail les autres plans, là, mais ça va un peu de soi, je vous laisse avec ça. Ensuite, un petit concept théorique avant d'aller plus dans le concret. La façon avec laquelle je vois l'agriculture, c'est que, tu sais, mettons, je sais pas, on va s'acheter une tonne de moulée, la ration pour les vaches laitières est supplémentée avec du soya, du maïs en plus des fourrages. Pourquoi, par exemple, la tonne de suppléments pas bio est moins chère que la tonne de suppléments bio? C'est parce qu'il y a une partie des coûts qui est juste externalisée. On ne fait juste pas payer pour. Puis même la tonne de suppléments bio, là, la certification bio, ce n'est pas une panacée. Là. Il y a plein d'affaires tout à fait croches avec ça. Puis dans tous les cas, il y a plein d'affaires pour lesquelles on ne paye pas.
Moi, le paiement pour les services écosystémiques, j'ai beaucoup de réserves par rapport à ça. Je m'inscris, en fait, je pense, totalement en faux par rapport à l'ensemble de la recherche qui se fait dans ce programme-là. Mais je pense que c'est une première étape, surtout au niveau de l'acceptabilité des gens qui tendent l'oreille. Donc, ce qu'on voit sur le tableau, c'est que plus on produit de quelque chose, plus il y a de coûts. Et puis la courbe sociale, lorsqu'on la prend en compte, ça fait en sorte qu'on se rend compte qu'il y a plus de coûts que simplement des coûts économiques. Puis on pourrait inclure une multitude d'autres lignes pour ajouter les externalités, là, mais ça n'en finirait plus. Donc l'idée d'internaliser les externalités, c'est un peu indirectement ce que veut faire le paiement pour les services écosystémiques, mais c'est une façon intelligible pour les preneurs de décision d'internaliser certaines externalités, comme par exemple la pollution des cours d'eau, dans le prix de la transaction, dans ce cas-ci, par exemple, la tonne de moulée pour les vaches laitières. Cette diapo-là, elle illustre, là, c'est probablement trop petit, mais ce qu'on voit, c'est dans les dernières années le changement des superficies en culture puis de l'apport calorique des humains. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de moins en moins de cultures traditionnelles, il y a de plus en plus de cultures qui sont cotées en bourse, qui sont cultivées. Donc, l'apport calorique et les superficies en culture s'en vont vers maïs, soya, en gros. Donc, tout ce qui est, par exemple, légumes, racines, tubercules, les choses difficiles à récolter, ça prend de la main-d'œuvre. On oublie ça. Tranquillement, on s'en va vers la grosse mécanisation. Ça, c'était plus dans le mémoire en philo. Je ne m'adresse pas à cette même audience-là, donc c'était important de le préciser. On en arrive au paiement pour les services écosystémiques. Aldo Léopold, en 1949, avait déjà vivement critiqué cette façon-là de fonctionner. Mais c'est tellement vrai, tu sais. Quand on demande à quelqu'un de faire quelque chose qui n'est pas directement profitable, il dit « OK, mais c'est bon, mais moi, ça va me coûter combien? » Tu sais, puis je comprends tellement ça en tant qu'agriculteur. Là, moi, je ne fais pas de maudite scène, puis j'aimerais ça, mais je suis coincé de tous les côtés, puis c'est pas en demandant aux agriculteurs d'en faire plus que ça va changer. Les agriculteurs, il n'y en aura juste plus, là. Fait que on peut aussi demander aux gens d'en faire plus. Je pense que là, je fais un lien avec les conclusions de mon mémoire qui sont vraiment comme super vague et regardant les choses de haut, mais c'est un tableau des mesures qui existent pour internaliser les externalités en agriculture. Le paiement pour les services écosystémiques, moi je le vois comme une forme de subvention. Il y a l'exception de ALUS qui vient d'un acteur privé, mais en général, les définitions des paiements pour les services écosystémiques, c'est généralement des choses qui viennent du gouvernement, puis c'est les contribuables qui payent. Je prends ça comme étant donné, pour le bien de mon discours, on va prendre ça comme ça. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis comme une espèce de sous-section de la subvention. Parce que je trouve que c'est juste une espèce de buzzword, mais finalement, c'est une subvention. Il y a des qualités puis des défauts à toutes les politiques publiques. La réglementation est intéressante, mais elle a ses limites. Par exemple, le problème de détection. Comment on fait en sorte de voir si quelqu'un ne respecte pas? Par exemple, il y en a un qui épand du fumier, puis le lendemain, il y a de la neige, même s'il y a un inspecteur du MAPAC qui passe, il ne va pas le voir. Fait que tu sais, moi, en tant qu'inspecteur pour la certification bio, je passe une journée sur 365. Ce qui se passe les 364 autres, j'ai juste du papier pour regarder ce qui se passe. Fait que la réglementation est très limitée. L'éco-conditionnalité, c'est une particularité qu'on a au Québec qui est, je trouve, super intéressante. C'est des conditions qui sont un genre de baseline pour donner accès aux agriculteurs à des subventions. Fait que, par exemple, si tu n'as pas telle affaire, qui sont en général les critères environnementaux, tu n'auras pas accès à telle subvention. Puis c'est sûr que si tu n'as pas cette subvention-là, tu fais faillite. Fait que c'est une façon de rehausser la réglementation d'une manière indirecte. Donc, ce n'est pas écrit dans la loi, mais si tu veux la subvention, il faut que tu le fasses. Fait que c'est tout comme. La taxation est intéressante parce qu'on va jouer sur les intrants. C'est un peu comme les impôts puis la taxation sur consommation. Tu sais, TPS, TVQ versus impôt sur le revenu. C'est super intéressant, la taxation sur la consommation, parce que tu pénalises vraiment les gens qui en utilisent plus. C'est la même chose avec les intrants. Tu sais. Les pesticides, si tu taxes ça, ben c'est les gens qui en utilisent qui payent. C'est aussi simple que ça. Fait qu'il y a des enjeux, par contre, d'applicabilité politique en raison de la nature électorale du système politique, faire en sorte que, bon, on ne pourra pas nécessairement taxer les pesticides du jour au lendemain ou bannir le glyphosate comme il est question en Europe en ce moment.
La subvention, ce qui est intéressant, c'est qu'au lieu d'être le bâton, c'est la carotte. Par contre, il y a une question d'efficacité. Est-ce que l'État, pour chaque dollar investi, va avoir un retour sur son investissement qui vaut la peine? Puis ça, c'est des analyses de politique publique qui sont encore une fois sujettes à la grogne populaire, par exemple. Si une grosse partie du budget qui soudainement va en agriculture, c'est pas populaire. Donc, les deux politiques publiques plus précises que j'ai analysées, je ne m'attarderai pas trop pour le paiement pour les services écosystémiques, autre que pour faire une genre de petite critique. Là, c'est vraiment une façon de diviser la nature en petits morceaux puis mettre une valeur de dollar dessus. Moi, je trouve que c'est vraiment essayer d'appliquer une logique qui a créé le problème pour essayer de la résoudre. Là, à mon avis, on se tire dans le pied avec ça. La certification biologique, c'est intéressant parce que c'est une façon volontaire qui est aussi valorisée par les consommateurs. Donc, oui, l'État internalise une partie avec la certification biologique, mais on vient chercher les consommateurs qui choisissent volontairement de payer plus cher pour des pratiques qui internalisent des externalités. La certification biologique, elle a ses grosses limites parce qu'elle est aussi soumise aux pressions de l'industrie qui veulent que les standards baissent. Par exemple, dans les dernières années, aux États-Unis, l'hydroponie est acceptée en bio, fait que là, il y a la grosse pression. Moi, je suis sur le comité de révision de la norme bio, puis ils veulent faire la même chose ici, là, les fermes verticales avec l'éclairage artificiel, puis une demi-tasse de sol par là-dessus, là, ils veulent faire passer ça en bio. Fait que les gens qui ont des intérêts économiques, le privé vient s'insérer dans la certification biologique, puis la norme qui tient la valeur refuge, qui est la certification bio, a tendance à s'éroder aussi avec le temps. Donc, si le gouvernement ne finance pas la révision de cette norme-là, c'est le privé qui s'ingère. Puis là, on perd la valeur refuge de la certification bio. Pour en finir, moi, je pense que les prospects, là, pour moi, personnellement, ce dont j'en tire des conclusions plus rationnelles dans mon mémoire, là, mais devant vous, ce que je vais dire, c'est qu'il y a des politiques publiques qui ne visent pas directement la santé des écosystèmes, qui sont, à mon avis, plus prometteuses que des politiques publiques qui les visent directement. Entre autres, l'éducation relative à l'alimentation et l'environnement, ça m'avait... je ne sais pas dans quelle présentation, le tableau, où est-ce qu'on divisait les répondants en 5 catégories. Il y en avait une qui disait, par exemple, OK, les pesticides, c'est important de ne pas en avoir dans l'eau, mais les milieux humides puis les arbres sont sans sac, mais c'est à cause qu'il y a des milieux humides et des arbres qu'il n'y a pas de pesticides dans l'eau. Puis qu'est-ce que ça dit de ça? C'est que les gens ne sont pas éduqués relativement à l'environnement puis à l'alimentation. Donc, si ce travail-là n'est pas fait en amont, 20 ans plus tard, lorsqu'ils se retrouvent à prendre des décisions puis aller à l'épicerie, ils font les mauvais choix. Fait que le Ferme 59, c'est une super cool initiative dans le centre du Québec qui fait en sorte qu'on a le droit d'occuper une terre agricole, de mettre une maison, même si l'agriculture, ce n'est pas notre revenu principal. À mon avis, dans le temps, quand les gens ne faisaient pas l'agriculture d'une façon industrielle ou, par exemple, il y avait un autre job puis ils en faisaient un petit peu, l'agriculture était généralement moins hardcore. Elle était une partie de la vie de la personne qui le fait et non pas sa seule façon de mettre de la bouffe sur la table. T'sais. Puis au Québec, on n'a pas le droit de mettre une maison sur une terre agricole si on ne fait pas plus que 50% de son revenu pendant 2 ans. Moi, je suis confronté à ça. Puis le morcellement, là, la Commission de protection du territoire agricole, moi, j'habite dans Baie-Missisquoi, OK, la rivière au Brochet, elle passe chez nous. Ça s'en va dans Baie-Champlain. Puis dans mon coin, là, il y a des gens qui ont des plans d'affaires, là, puis qui veulent acheter, par exemple, 3000 acres de terres agricoles. Ce qu'ils font, c'est qu'ils visent les terres qui sont pas pires, parce que les maisons coûtent pas cher. Ils achètent une terre, ils enlèvent la maison, vendent la maison, puis ils spéculent sa valeur de la terre. Ils arrêtent après 3000 acres, ils s'en vont dans une autre région. Ces maisons-là, c'est bien cool, on peut les acheter, mais on n'a plus de terre. Ce terrain-là, il est loti à vie. Puis si j'achète la terre, je n'ai pas le droit de mettre une maison dessus. Fait que moi, je propose un renversement de cette loi-là, c'est-à-dire pourquoi on n'aurait pas le droit de s'acheter un petit lot et mettre une maison dessus. Il y a toutes sortes de complications, là, je vous simplifie les choses, mais je trouve que le projet ça s'appelle Ferme 59, c'est dans l'ensemble du Québec. Une super belle initiative de politique publique. Fait que c'est ça, je suis ouvert aux questions, mais en gros,
c'est là-dessus que j'ai travaillé. Merci. Toujours fun d'avoir un philosophe pour mettre les pendules à l'heure. Est-ce qu'on a des questions? M'écrire un courriel. Je suis sûr qu'il y a des éléments. Écoutez, moi j'aimerais bien qu'on poursuive un petit peu la discussion avant le dîner sur l'ensemble des discussions, parce que tu as soulevé un paquet de questions intéressantes, il y a des liens avec ce qui a été présenté. Je pense que j'aimerais ça, si on peut poursuivre la discussion. Je t'amène le micro. C'est parce que ça n'enregistre pas. Merci. Bonjour, je m'appelle Max Clédon, je suis de l'Université Laval. Mais je suis très proche lié au travail de l'économie circulaire et la permaculture. Et sont deux petits termes, que tu n'as pas mentionnés, mais que je pense que tu es très intéressé là-bas et que ça pourra de quelque façon intégrer un peu notre vie urbaine avec les contacts avec la nature et la horticulture, comme tu as dit, qu'en avant était moitié, pas hardcore. Êtes-vous un chercheur à l'Université Laval? Oui. OK. Dans quel département? Génie civil et génie des eaux. OK. Je viens de Québec, donc j'ai failli aller dans ce programme-là. J'ai fait génie agro à McGill. Je saisis mal ta question, si c'est une question. Est-ce que tu es en contact avec des organisations de permaculture et choses comme ça? J'ai des voisins qui donnent des formations de ça. Moi, j'aime beaucoup les idées derrière ça. Par contre, la réponse traditionnelle que je donne, c'est comme... C'est vraiment le fun de faire ça, mais d'essayer d'en vivre, c'est une toute autre histoire. Puis moi, les seuls exemples que j'ai des gens qui font ça, c'est des gens qui donnent des formations. Donc, les gens qui font de la permaculture et puis qui en vivent, c'est des gens qui disent aux autres comment en faire. Par contre, de tirer un revenu de la permaculture, peut-être c'est possible sur un horizon. Par exemple, si je commençais maintenant, puis j'avais, par exemple, une plantation de châtaignes, une forêt nourricière, etc., puis je pourrais en tirer un revenu à ma retraite, mais d'ici là, les impératifs économiques font en sorte que la permaculture demeure un idéal que je regarde et que je ne pratique pas. D'autres questions, commentaires? Oui, je ne sais pas trop où commencer parce que j'ai l'impression que nous vivons dans un système qui est très institutionnalisé, dans lequel l'agriculteur est pris dans un cercle vicieux, comme quoi il doit faire la culture traditionnelle pour rester dans le système, un système que le ministère de l'Agriculture propage ensemble avec l'UPA, et qu'on est dans un système duquel c'est vraiment très difficile de sortir de là. Est-ce que tu as ce sentiment-là, ou est-ce que tu penses que c'est possible de faire un virage important dans le système? Parce que d'un côté, le MAPAC dit oui, on va propager, de faire un virage vers le biologique, mais en même temps, ils ne mettent pas le paquet d'argent là-dessus. Le paquet de l'argent, c'est pour continuer de faire ce qu'on a toujours fait. Et que j'ai l'impression que la bouche ne fait pas la même chose. Non, on ne fait pas ce qu'on dit. Et que ça veut dire que le système reste dans la situation qu'on est, et c'est un cercle qui continue. C'est magnifique. Je suis totalement d'accord. Et puis, il y a beaucoup de choses qui me sont venues en tête pendant que vous parliez. Spontanément, l'éducation relative à l'environnement et à l'alimentation, pour moi, est assez cruciale parce que si on regarde la quantité de la population qui pratique l'agriculture, je pense que c'est 1 ou 2 % des gens qui gravitent autour de l'agriculture. Okay, on monte peut-être à 3 ou 4, mais quand vient le temps de voter ou d'aller chercher l'approbation publique, les gens qui ont cette connaissance profonde-là de la réalité agricole sont très, très peu nombreux. Donc, c'est vraiment pas sexy de proposer dans un programme électoral des solutions comme celle-là.
En ce qui a trait à... Bon, c'est ça. Ça, c'est par rapport au pan de votre question qui est comme les bottines suivent-elles les babines? Après ça, je ne sais plus trop ce que je m'en allais avec ça, mais oui, c'est ça. La nouvelle agriculture, puis essayer de changer ce qui est en place. Deux choses me sont venues à l'esprit. C'est d'un côté, bon, on voit, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'histoire de la ferme des 4 temps, où est-ce qu'il y a Power Corp ou un des individus de la famille de Power Corp finance une super belle ferme expérimentale où est-ce qu'il y a plein de belles choses qui se font. Puis il y a d'un autre côté des fermes qui vont, par exemple, innover, puis ils mettent la gomme au niveau marketing, puis ils vont chercher des clientèles de niche à Montréal pour des produits pour lesquels ils sont capables d'avoir une qualité de vie décente, même s'ils ne font pas de l'agriculture industrielle avec 30 Mexicains dans les champs. Bien, c'est soit l'argent vient du côté de la production, soit l'argent vient du côté des clients, mais la quantité de fermes qui peuvent attaquer le marché de niche de Montréal, par exemple, un cidre fermier à 30 $ la bouteille ou une charcuterie fine, tu sais, il y a très peu d'entreprises agricoles qui peuvent desservir ce marché de niche-là parce qu'il est très petit. Il y a très peu d'agriculteurs qui peuvent bénéficier de financement privé, comme la ferme des 4 temps. Donc, l'entre-deux, c'est l'entre-deux ingrat dans lequel je me trouve avec tous mes compatriotes, c'est qu'on vise un marché de gens qui sont peu convaincus, qui sont limités, dont le nombre de gens est limité, et puis dont la capacité financière à payer, bien, ils comparent les prix avec ce qu'il y a à l'épicerie. Les autres aussi, ils internalisent pas, là. Fait que j'ai l'impression que de travailler en amont sur l'éducation relative à l'environnement et à l'alimentation, ce qui commence à se faire d'ailleurs dans les écoles tranquillement, je vois pas trop comment il y aurait d'autres façons de s'en sortir parce que, selon mon analyse, le politique, c'est peine perdue. De manière pragmatique, tu sais. C'est plate, mais d'essayer de se confronter à ça, c'est déprimant. Donc, de regarder le positif en misant sur la jeunesse, ben, eux, ils vont finir par grandir, puis c'est comme ça que je le vois. Merci. Est-ce que des autres intervenants aussi plutôt dans... On parlait du MAPAC, puis là, je me rendais compte que dans la liste, je n'ai pas vu personne du MAPAC. Je me demandais, dans tous les cercles là, du projet, là, est-ce qu'à un moment donné, il y a les retombées du projet actuel, est-ce que le MAPAC va en avoir des échos? Peut-être les groupes de l'UQO peuvent répondre. Je pense que le plus proche, c'est à travers l'UPA. L'UPA est quand même un bon collaborateur de l'UQO, donc c'est un des liens qu'on a. Mais j'essaie de voir officiellement du MAPAC qui on a. UQO, c'est Jérôme Duprat, l'Université du Québec en Outaouais. Donc l'équipe de Jérôme est en partenariat avec l'UPA et donc il y a quand même un dialogue avec l'UPA. Donc c'est quand même un contact avec les producteurs agricoles, mais c'est pas la même chose que le MAPAC. Mais l'UPA est d'autant plus aidante qu'elle est paradoxale, c'est-à-dire que l'UPA, c'est une espèce de tyrannie de la majorité. C'est magnifique parce que tout le monde contribue au bien commun, mais malheureusement, comme dans n'importe quoi, la voix de la minorité n'est pas souvent très bien portée par les représentants, d'autant plus que la minorité occupe une moins grande partie du territoire. Générationnellement, c'est nouveau. Donc, l'UPA, c'est un intervenant qui tend à, comment je dirais, vocaliser la voix de ceux qui ont créé le problème, finalement. Laurent Laroche, Ville de Montréal. On sait que la population des cultivateurs est de plus en plus vieillissante. Puis, changer des habitudes de cultivateurs avec une population vieillissante, ça va peut-être... Comment vous voyez ça, de pouvoir changer puis prendre une autre orientation? C'est sûr que c'est charnière, comme vous dites, parce que là, évidemment, tous les gens vont prendre leur retraite ou vont se fatiguer. Juste à titre d'exemple, là, au Québec, là, je ne me rappelle plus, c'est pas de 2015, le revenu net moyen d'un agriculteur, c'est 30-35 000 pour une capitalisation, pour une dette de demi-million. Donc, ça ne veut pas dire que les 35 000 va rembourser la dette. Là. Je veux dire, après amortissement, il reste 35 000 en poche,
mais il y a quand même une dette de 500 000. Donc, pour quelqu'un qui a le choix entre s'acheter un ordinateur, partir une start-up de site web, puis investir 20 000 $ pour chaque dollar qui revient, en agriculture, il faut que tu dépenses beaucoup pour faire une pièce. C'est très difficile pour un jeune. Il faut avoir un discours très émotif et attractif pour attirer quelqu'un en agriculture, à moins que ce soit une tradition familiale. Mais là, on est témoin d'une espèce d'essor, d'une certaine fraction de la jeunesse vers ce renouveau agricole-là. Mais à mon sens, de ce que j'observe, c'est que c'est quelque chose de très émotif. C'est pas quelque chose de très... C'est pas nécessairement basé sur des données financières. Donc, il y a beaucoup de gens qui, après 5 ou 10 ans, ont mal au dos et puis se rendent compte qu'ils n'en ont pas de fonds de pension. Fait que je me demande si le renouveau agricole, duquel on espère des belles conséquences, va vraiment être porteur à long terme, sans des changements très, très, très structurants. Oui, parce que les cultivateurs assez âgés ont des techniques de culture qui, je ne dirais pas 18, mais c'est une technique qui est acquise depuis longtemps, mais avoir des changements avec, est-ce que c'est des, comment dire, le 1%, est-ce qu'il est ouvert à des changements ou c'est compliqué faire des changements ou c'est pas pensable? C'est les deux. C'est compliqué de faire des changements, mais même les agriculteurs dans la soixantaine qui pensent à leur retraite, eux-mêmes, peut-être que dans les 10 dernières années, ils ont fait des investissements, puis ils ont quand même les tracteurs dernier cri, puis ils ont peut-être converti au bio, puis ils ont acheté des sarcleurs comme leurs grands-parents au lieu de shooter, mais c'est pas ça qui est nécessaire. Tu sais, je vous dirais que la contrainte n'est pas idéologique, elle est financière. Donc, si tu as une grande terre que tu hérites, 300 acres, tu ne peux pas faire un jardin maraîcher avec ça. Tu es obligé de faire du maïs soya si tu veux vivre, ou bien tu le loues à ton voisin qui va le faire pour toi. Fait qu'il n'y a pas de recette miracle. Si tu as une grande terre, tu es pogné avec. Soit tu as avant, ou soit tu fais comme tout le monde. J'ai juste une toute petite question bête pour évaluer la dureté de la tâche. Tu dis 35 000 nets pour combien d'heures de travail par semaine? Est-ce que c'est important de leur apporter un temps? Parce que ouais. Annuellement, je ne sais pas, 40, 50. C'est une grosse job éreintante que peu de gens voudraient faire. Et juste une question, la conversion, il y a des gens aujourd'hui qui se convertissent au bio, à l'agriculture biologique. Combien ça te coûte pour passer d'une structure traditionnelle à un truc biologique? Comment tu rachètes ta dette? Comment tu changes ton matériel? C'est un changement qui est énorme. Oui, c'est souvent graduel. Donc, par exemple, le cas traditionnel, bon, il y a un cas traditionnel que je passe. Les statistiques pour le bio au Québec sont pas mensongères, mais ne sont pas révélatrices parce que les hectares dont on se vante, c'est des érablières. Là. Mais les grandes cultures qui se convertissent en bio ont une subvention à l'hectare, qui est très petite, là, mais qui est réelle, une subvention gouvernementale à la conversion bio, qui est un programme... on ne sait pas à chaque année s'il va être renouvelé, là. Mais en gros, il faut racheter l'équipement que nos grands-parents avaient, c'est-à-dire tout l'équipement avant que les arroseuses arrivent. Les sarcleurs pour passer entre les rangs de maïs, par exemple, pour enlever les mauvaises herbes au lieu de les shooter. Bien, ça coûte cher, surtout si c'est une grande superficie. Mais ça se fait bien dans un chiffrier Excel, là, savoir à quelle année on va avoir rentabilisé nos machineries, tout ça. Je ne dirais pas que ça fait pas tant peur de convertir au bio parce que la prime, par exemple, à la tonne de maïs bio est tellement belle que finalement, c'est plus payant d'être bio à moyen terme. Oui. Okay. Oui. Bon. Ouais. Merci.